Bienvenue à l'émission Carnet animal. Aujourd'hui, c'est l'émission sur les maladies. Pour ce faire, j'ai invité le vétérinaire Jean-Luc Deschaines de la clinique Notre-Dame pour nous expliquer un peu plus sur les maladies chez les chats et les chiens. Bienvenue. Bonjour. Allô. On parle aujourd'hui des animaux, surtout des maladies chez les chats et les chiens. On débute avec les maladies chez les chats pour essayer d'informer les gens là, pour qu'à la maison, ils puissent détecter un peu les premiers symptômes des fois d'une maladie. Les maladies qu'on retrouve le plus souvent chez les chats, que ce soit des petites maladies qui sont pas graves ou des maladies mortelles, est-ce que tu peux énumérer ce qu'on peut retrouver? C'est sûr qu'il y a un grand nombre de maladies qui peuvent toucher les chats, nos chats domestiques. Certaines maladies virales sont quand même relativement fréquentes, comme on peut parler de la panleucopénie, qui est une maladie virale qui va surtout toucher les jeunes chats, puis qu'on va pouvoir caractériser par des problèmes de diarrhée, des problèmes de fièvre, des problèmes de vomissement. C'est une maladie qui peut être mortelle très fréquemment chez les animaux non vaccinés. On va trouver aussi d'autres maladies comme par exemple la rhinotrachite, qu'on va avoir très fréquemment, mais qui vont être habituellement plus bénignes, qui vont se caractériser par des symptômes grippaux. Il existe d'autres maladies respiratoires comme le calicivirus ou la chlamydiose qui vont causer des problèmes oculaires, nasaux ou même des problèmes d'ulcères au niveau buccaux, mais qui habituellement vont avoir des symptômes moins sévères que des maladies comme la panleucopénie. Fréquemment. C'est sûr que c'est des termes vétérinaires, mais des fois, au moins, les gens, ça leur donne une idée là, de ce qu'ils peuvent retrouver chez les chats. Et les chiens, quand on parle de maladie, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Peut-être la plus grave ou la plus importante au point de vue gravité, on parle du parvovirus, qui est une maladie qui ressemble beaucoup à la panleucopénie, mais qui va être caractérisée aussi par les mêmes symptômes, donc vomissement, diarrhée avec du sang. Abattement, anorexie. C'est une maladie qui va surtout toucher les jeunes chiens pas vaccinés. Mais quoique récemment, j'ai eu un chien de 11 mois qui n'a pas été vacciné, qui est hospitalisé chez nous pour ce type de maladie-là. C'est des maladies qui sont très graves. On va trouver aussi, par exemple, le distemper, qui est une maladie qui va toucher le système immunitaire et aussi les vaisseaux sanguins. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez grave. C'est quand même rendu moins fréquent parce que les vaccins sont tellement efficaces pour ça. Il existe d'autres maladies respiratoires, comme par exemple le parainfluenza, qui va toucher les poumons, l'hépatite infectieuse canine, qui va toucher surtout le foie, puis aussi d'autres maladies, comme par exemple la touchenille, qui va causer des symptômes respiratoires, surtout lorsque l'animal est en contact avec d'autres chiens. Donc, pensez aux points de mot, cours de dressage, pas caché. Donc, c'est des maladies qui peuvent se présenter chez les animaux. C'est sûr que pour les chiens et les chats, on va retrouver aussi, par exemple, une maladie comme la rage, qui est quand même une maladie qui est très grave parce qu'elle est mortelle à 100 et qui peut aussi se transmettre aux humains. Donc, c'est quand même important de faire une prévention pour ça. Par exemple, je sais qu'à Montréal, il y a une semaine environ, il y a eu un cas de chauve-souris qui a été diagnostiqué rabique, donc atteinte de la rage. Donc, il n'y a pas eu de contact nécessairement avec des humains qui a été rapporté à date, mais on sait que cette maladie-là est quand même présente au Québec chez les animaux sauvages. C'est une maladie grave. Oui, très, très grave. Puis, là, on a nommé des maladies, mais pour vous prévenir ces maladies-là, pour les prévenir, il y a plusieurs moyens pour les chats et les chiens. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? C'est sûr que pour les maladies qui sont incluses dans les vaccins, la vaccination reste souvent la meilleure méthode préventive. C'est important que les vaccins soient commencés jeunes, selon un protocole souvent de 6, 10 et 14 semaines. Donc, c'est 3 vaccins souvent de bébé chez le chien, puis 2 chez le chat. Puis à ce moment-là, quand on rencontre nos clients, on parle toujours de ce qui est que selon la vie de l'animal, est-ce que c'est un chat d'intérieur, un chat d'extérieur, quels vaccins qui vont plus être appropriés pour l'animal, puis essayer de prévenir de cette façon-là. On faisait un protocole de vaccination qui va être approprié à l'animal en fonction de son mode de vie. Ça me fait penser un peu à une question parce que souvent à la SPA, on a des gens des fois qui se disent mon chien ne sort pas dehors beaucoup, juste quand on va prendre des promenades. J'ai un petit chien de 4 livres, 2 livres. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le vacciner pour tout? Mais est-ce que c'est nécessaire de le vacciner? C'est sûr que la vaccination, c'est une prévention. On peut toujours essayer de faire attention, mais occasionnellement, un chat d'intérieur va se sauver à l'extérieur si la porte reste ouverte. Fait qu'à ce moment-là, il peut être exposé. Il y a des chiens qui, des fois, vont attraper des virus symptomalement contagieux par des contacts directs, mais les propriétaires vont pas rapporter dans l'historique de l'animal aucun contact. Donc, on sait que c'est des choses qui peuvent être présentes. Puis on sait que même certains virus, par exemple, comme la panleucopénie ou le parvovirus, vont survivre plusieurs mois dans l'environnement.
Donc, OK. à ce moment-là, des fois, même si on a l'impression que l'animal n'est pas directement en contact avec d'autres animaux, il peut quand même être de façon indirecte en contact avec ces animaux-là. Donc, à ce moment-là, attraper la maladie. Puis souvent, c'est plus facile, moins dispendieux de faire de la prévention que de traiter un animal qui est gravement malade. Et puis, quand on parle de maladies, est-ce qu'il y a des maladies que, tu en as parlé un peu, mais est-ce qu'il y a des maladies que moi, en tant que propriétaire, je vais dehors, que je peux ramener juste avec mon linge, mes souliers? Est-ce qu'il y a quelque chose que, moi, qui n'est pas dangereux pour moi, mais qui pourrait être dangereux pour mon Le animal? parvovirus, dû au fait qu'il va survivre plusieurs mois dans l'environnement, peut être transporté par les vêtements. Il y a aussi tout ce qui est parasites, que j'ai moins parlé à date, mais les puces, les poux, des choses comme ça. Les mites, des fois, ça peut être transporté directement par une personne, puis être transmis à notre animal. Fait que comme, là, tu me parles de puces, mais comme toutes les choses qui existent pour traiter contre les puces dans les cliniques, si mon chat va pas du tout dehors, il peut-tu avoir quand même des puces ou je vais me dire non, il n'y a pas de danger? C'est sûr que c'est toujours recommandé de faire des vérifications mensuellement pour voir si l'animal est atteint parce que, par exemple, c'est un déménagement où il y avait eu des chats ou des chiens qui avaient des puces dans l'appartement, les puces peuvent survivre. Donc, l'animal peut en attraper de cette façon-là. Et si quelqu'un vient chez nous et que cette personne-là habite dans un endroit très parasité, à ce moment-là, cette personne-là peut en amener. C'est sûr que le risque est moins élevé, mais il n'est pas nul. Donc, c'est toujours à vérifier quel niveau de risque on est prêt à tolérer. J'imagine que l'entretien d'un chien ou d'un chat, ça veut dire le brossage, le nettoyage des oreilles, le toilettage chez le chien, ça peut prévenir certaines maladies, ça peut aider. Ça peut se prévenir, oui, mais ça peut aussi nous permettre d'observer des problèmes. Les puces peuvent être visibles sur l'animal quand on le brosse, donc ça permet de le voir. Si on lave les oreilles de l'animal ou on fait un entretien régulier, ça peut nous permettre de voir certaines otites ou des choses comme ça. Donc, quand c'est diagnostiqué tôt, ou en tout cas constaté tôt par le propriétaire, on peut plus facilement les faire traiter par notre vétérinaire. Mais il y a des maladies, tu sais, moi j'ai un chien à la maison, OK, des fois il file moins bien, on dirait qu'il est moins heureux ou, tu sais, moins en forme. Quand est-ce que je m'inquiète ou quand est-ce que je peux voir s'il est malade ou un signe? C'est sûr que souvent, quand un animal va arrêter de manger pendant une longue période, il va avoir des changements de comportement brut. Un animal qui est toujours très actif, qui va devenir très amorphe, qui ne va pas bouger. C'est sûr que les mêmes symptômes que nous, des vomissements répétés, de la diarrhée, peuvent être des symptômes d'une maladie. Donc, si on voit que ces symptômes-là apparaissent puis qui sont inhabituels pour notre animal, c'est souvent là qu'il faut commencer à se poser des questions puis consulter pour faire évaluer s'il y a vraiment quelque chose de sérieux ou non, puis à ce moment-là, de faire traiter si c'est possible. Puis, on recommande des visites chez le vétérinaire, j'imagine, pour essayer de prévenir certaines maladies. On recommande quoi? C'est une... Moi, personnellement, ma recommandation pour un animal qui n'a pas de problème de santé actuellement, ça serait peut-être un examen annuellement. Une fois par année. Ouais, c'est souvent des examens qui sont faits en même temps que les vaccinations, comme ça. Donc, on examine toujours et on vaccine après si l'état de santé de l'animal est là et pour faire une prévention. Donc, habituellement, un examen annuel. C'est sûr quand l'animal est atteint d'une maladie spécifique ou commence à être plus vieux, peut-être un examen biannuel pourrait être plus approprié. Mais ça, c'est toujours bon de demander à notre vétérinaire quel est son protocole à lui, puis pourquoi il préfère le faire de cette façon-là. Et puis, j'ai une question que je me posais, c'est par rapport aux races. Des fois, on entend beaucoup parler de certaines maladies. Est-ce qu'il y a beaucoup de maladies qui se transmettent de génération en génération? Oui, on a certaines maladies comme les problèmes de hanches, les problèmes de genoux peuvent être transmissibles génétiquement. En fait, si les parents l'ont, on sait que les bébés ont plus de chances de l'avoir. C'est sûr que c'est pas sûr que si un parent a un problème, que ça va être transmis, mais on sait que c'est une maladie qui a une connotation héréditaire. Donc, à ce moment-là, quand on choisit notre animal, si on peut connaître l'état de santé des parents, ça peut toujours prévenir certaines choses. C'est une façon de savoir un peu le vécu de l'animal. Quand tu as des papiers qui te prouvent les parents, puis s'ils ont des problématiques, ça ne veut pas dire qu'ils vont les retrouver. Non, mais au moins, on est au courant que ça peut se produire. Peut-être faire un suivi plus adéquat à ça, ces aspects-là de la santé de notre animal.
C'est très intéressant. J'espère que les gens ont appris un peu plus sur la maladie. C'est sûr que c'est les vétérinaires. Si vous avez des questions, vous communiquez avec les vétérinaires. Jean-Luc, je suis sûr que ça te fait plaisir de répondre aux questions des gens. On là. au maximum de questions, puis quand c'est nécessaire, on rencontre les animaux, puis on tente de les diagnostiquer au mieux possible, puis les soigner de façon adéquate. Bien, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission-là. Ça fait plaisir. Et puis, merci. Et puis, nous, on se revoit pour une autre émission de Carnet Animal. À bientôt. Savez-vous que d'après une étude, les enfants qui vivent avec des animaux ont de 13 à 18 % moins de chances de manquer l'école que les enfants qui vivent sans animaux? Notre protégé de la semaine ferait un très bon compagnon de vie pour une famille avec enfants. En effet, il s'agit de Carabin. C'est un labrador croisé, âgé d'environ 1 an et demi. Carabin se retrouve à la Société protectrice des animaux d'Arthabasca car c'est un chien perdu qui n'a jamais été réclamé. Il est très docile, il apprend très vite, il est calme et doux et il aime beaucoup rapporter la balle. Il aime aussi se faire brosser. C'est le chien idéal pour une famille avec enfants. Vous pouvez voir Carabin s'animer au www.spavik.com. Et sachez que si vous perdez votre animal de compagnie et que celui-ci se retrouve à la Société protectrice des animaux d'Arthabasca, vous pourrez voir la photo de votre animal dans la rubrique « Animaux retrouvés ». C'est une façon de rechercher son animal. Alors, je vous laisse. À la prochaine. Tourlou!